Je vais me permettre encore une petite remarque à propos de cette exposition 37. C'est drôle que les toujours si prognostiqueurs, si oraculants pour mieux dire, ce soit comme ça pour une fois complètement ratatinés, déconcertés, qu'ils aient pas mieux tout prévu, l'avenir, la grandeur du phénomène inévitable du grand empire c'est tout dérisoire, insipide, postiche et moumoute, une exposition à l'époque actuelle. C'est suranné, c'est mesquin, ça fait pour toujours 1900. Ça peut plus émouvoir personne. Le Trep a déjà vu tout ça dans les films mirobolants, tout entendu dans la radio jacasseuse. C'était bon sous Félix Faure, à la descente de l'omnibus. Maintenant, ça fait spectacle paumé, bizarrement cracra, une foire de chef-lieu agricole. Maintenant, les gens sont blasés. Ils attendent toujours plus fort. Faut leur retourner le blanc des yeux, les crever d'angoisse, les suspendre la tête en bas, leur faire respirer la mort pour qu'ils commencent à se divertir. C'est fini, on est surpassé, la science est devenue trop bluffeuse. Du côté Barnum, c'est tout cuit, ça peut plus couvrir les frais. Mais pour faire du sensationnel, pour en jeter plein la musique, que ça soit vraiment dans la mesure et à l'échelle de notre temps, gigantissime, fallait monter des grands travaux. Des vrais labeurs faramineux, mammoutéens, des entreprises titanesques, qu'ils en rotent alors des oursins, que la langue leur en pendrait au bisu des 4 hémisphères, des genres de super pyramides des pluricanaux de la mer Blanche, le nivellement des Hautes-Alpes, le remplissage de la Manche, enfin des choses bien monstrueuses, dont on puisse se montrer crâneur. Pas des ébauches, des cafouillettes architectiques, non, des vraies merveilles dans la ligne, dans le plan super orgueilleux. De pareilles super entreprises pourraient fort bien employer des millions d'esclaves pendant des années, voire plusieurs décades. Voici l'argument décisif. Mais à quoi rime, je vous le demande, ce pisseux grotesque ramassis de ternes friables venteuses, bicoques, tout cet infiniment minable croulant prétentieux agglomérat de fausses splendeurs? Quelle confiance peuvent inspirer, quelle vénération ces pauvres amas de carambouilles plâtreuses? Mais c'est burlesque, voyons, ce n'est pas ainsi que l'on contraint l'esclave à se jeter à genoux, tout est perdu de reconnaissance. Mais non. L'esclave, observez-le, redouble en ses parterres de sarcasme, de gouaille et de saucissonnage. Ce n'est point sérieux, ce n'est point du tout le but, le rôle essentiel de tant de palais, de merveilles, d'attractions suréblouissantes. Calamiteux échec vraiment sur tous les tableaux. Comment les eux qui se déplacent tant et tant à travers le monde, qui n'arrêtent pas de voyager, n'ont-ils pas compris tout de suite que leur nouveau Trocadéro ferait encore, si possible, un peu plus miteux, plus ridicule que l'autre? Démolir, ça suffit pas. Regardez ces 2 pauvres stucs qu'ils ont mis en place. Ne dirait-on pas 2 caisses d'épargne très médiocres pour une petite banlieue de New York? Puisqu'on veut nous jeter de la matière, ils ne se sont pas aperçus, les que la plupart de ces édicules, chétifs pavillons qu'ils ont mijotés tant de mois, feraient tout juste des bons chiottes, sans flafla dans n'importe quel Chicago? Puisque c'est la Tour Eiffel qui est toujours le clou et bien Citroën pour les sbroufs, il en tirait bien avantage, il en obtenait des effets, des véritables incendies, absolument, vraiment superbes. Que ceux-ci sont pas foutus, rien de comparable. Quant à leur feu d'artifice, nos gens le rotrou les ferait pâlir. On doit bien se fendre dans les campagnes. En somme, nos fantastiques kédifs du Front Populaire, récapitulons, ils ont réussi qu'une seule chose, c'est de nous produire la plus sale foire, la plus toque et la plus coûteuse que le peuple aura jamais vue. Oui, c'est bien une frime sans excuse, une loupaille abracadabrante. Si nous parlons de mécanique, mais leur palais de la découverte, il arrive pas au petit dixième de l'ancienne galerie des machines. C'est un berlingot truqué. Tout ça, je n'en disconviendrai, a coûté sans doute des milliards, qui ne sont pas perdus pour tout le monde. Mais le peuple il est arrangé, il n'en a pas pour ses chaussures, à part l'asperge bien entendu, qu'il enfouine du Trocadéro, le super mirliton des You, la Big Bloom, que c'est vraiment la seule chose, vraiment mémorable. Tout de même, ça peut pas suffire pour hypnotiser l'étranger. Il fallait s'y prendre autrement, tout différemment. Je voudrais pas donner de conseils, mais enfin, si c'était moi-même, j'aurais attaqué d'autor quelques gigantesques boulots. Par exemple, tripler la Seine jusqu'à la mer, en large comme en profondeur. Voilà un programme qui existe. C'est des choses qui peuvent compter. Rendre la Seine super maritime, assez de ces bergeries, ces rognages de bout d'égout, ces épissures de collecteurs, qu'on en sorte, sacré nom de Dieu, une bonne fois pour toutes. C'est horrible, tous ces petits bifs en suint de vidange, ces lourds dépotoirs stagnants, ces décantages pestilentiels de tout le purin des 20 provinces. À la mer. Vos péniches, elles naviguent même plus, elles rampent visqueuses sur la merde. La Seine maritimisante, c'est déjà fort beau, mais ça ne suffit pas. Non. Je décréterai davantage. Il faut amplifier le trafic direction la mer d'une manière monstrueuse. Léviathan.
Je décréterai la construction du plus bel autostrade du monde, d'une immense ampleur, alors 50 mètres de large, 4 voies, direction Rouen et la Manche. Vous voyez ça? Voilà ce qu'ils auraient dû penser. Ça valait un petit peu mieux que toute cette soucrique rouleuse, cette calamiteuse carambouille de bistrot et de je sais toutisme. Et puis encore 20 autostrades que je lancerai vers les falaises, vers les plages, vers le grand air à partir de Rouen. J'en ouvrirai un éventail comme on n'en aurait jamais vu sur ces paysages. Ils ne demandent que ça entre le Havre et le Tréport. Un éventail de vif accès vers le bonheur, vers les poumons, vers le grand vent, vers les globules, vers la mer. Des autobus populaires Paris-La Bleue, aller-retour, 20 francs. Ça existerait comme travail et comme résultat. Ça serait plus des djibouqueries. Voilà qui aurait du son, du fond, de la couleur, de la durée, du vrai progrès. Sans palais, sans toit, sans cloche. Paris, puisque nous en sommes là, est une ville qu'on ne peut plus reconstruire, même plus aménager d'une façon ou d'une autre. Les temps des rafistolages, des bricoles, des petites malices, des affûteries sont révolus. C'est une ville qui a fait toute sa vie, qui est devenue maintenant toute nuisible, mortelle pour ceux qui l'habitent. Le mieux, c'est qu'elle reste croupir en retrait définitif en touchant musée, avec tourniquet, si l'on veut, une exposition permanente, en arrière des événements, comme Aigues-Mortes, Bruges ou Florence. Faut la démembrer tout à fait, lui laisser juste les parties mortes, tout le faisandé qui lui convient. Pour les humains, c'est d'autre chose, ils peuvent pas vivre dans un cadavre. Paris, jolie ville croupissante, gentiment agonique entre la place des Vosges et le musée Carnavalet, parfait. L'agonie est un spectacle qui intéresse bien des personnes. Vieillarde fétide qui se disloque en susurrant des choses d'histoire. La seule banlieue possible d'une ville de 4 millions d'habitants, c'est la mer. La mer seule, assez puissante, assez généreuse pour assainir quotidiennement ce terrible infernal ramassis, cet effrayant conglomérat de pourritures organiques, inhalantes, expirantes, chiatiques, fermenteuses, fébricilantes, virulogènes. La ville la plus malsaine du monde, la plus emboîtée, la plus encastrée, infestée, confinée, irrémédiable, c'est Paris. Dans son carcan de collines, un cul-de-sac pris dans un égout tout mijotant de charognes, de millions de latrines, de torrents de mazout et de pétrole bien brûlant, une gageure de pourriture, une catastrophe physiologique, préconçue, entretenue, enthousiaste. Population à partir de mai, plongée, maintenue, ligotée dans une prodigieuse cloche au gaz, littéralement à suffoquer, strangulée dans les émanations, les volutes de 1000 usines, de 100 000 voitures en trafic. Les dégagements sulfureux stagnants de millions de chiottes, absolument corrodées, minées, putréfiées jusqu'en ces derniers hémoblastes, par les plus insidieuses, les plus pernicieuses ordures aériennes. Ventilation nulle, Paris un pot d'échappement sans échappement. Buée, nuages de tous les carbures, de toutes les huiles, de toutes les pourritures jusqu'au 2e étage de la Tour Eiffel. Une cuve asphyxiante au fond de laquelle nous rompons et crevons. Densité de pourriture vaporeuse infranchissable à tous les rayons solaires directs. La nuit, le fameux Ouessant lui-même avec ses 500 millions de bougies, sèche risible contre ce rideau de toutes les pourritures parisiennes stagnantes, parfaitement opaques. Aucune lumière ne peut percer, disperser cette bouillie. Pourriture prodigieuse, surchauffée, enrichie infiniment, pendant tous les mois de l'été, par tant d'autres saloperies permanentes, exsudats organiques, résidus chimiques, électrifiés, de millions de carburations abjectes qui nous filent tout droit dans les bronches et le trésor de notre sang. À la bonne santé pour la ville lumière, une poubelle gazeuse pour tortures imbéciles. Salut! Les humains se traînent dans Paris, ils ne vivent plus, c'est pas vrai. Jamais ils n'ont leur compte humain de globules. 3 à 5 milliards au lieu de 7. Ils n'existent qu'au ralenti, en larves inquiètes. Pour qu'ils sautent, il faut les doper. Ils ne s'émoustillent qu'à l'alcool. Observez ces phases d'agonique. C'est horrible à regarder. Ils semblent toujours un peu se débattre dans un suicide.